Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Vous nous entendez? Oui, ça va. Je crois que c'est le dernier moment un petit peu d'entretien de l'après-midi qui nous est confié et qui est un entretien qui est sous-titré 20 ans d'engagement pour la promotion des femmes dans la création et la transmission. Et pour cause, vous êtes pianiste, directrice artistique de la compagnie Piano & Co. On va parler de votre parcours, une compagnie qui est connue pour ses activités de création dans le champ de la musique contemporaine, disons, des musiques contemporaines, notamment avec une dimension technologique assez prononcée, une compagnie qui a aussi beaucoup d'activités liées à la transmission, à la médiation, et puis à des collaborations internationales et notamment européennes ces dernières années qui ont pris pas mal de place dans vos activités. Vous allez nous en parler, mais surtout nous dire comment toutes ces activités sont nourries, traversées par votre engagement pour cette cause de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le champ musical et le champ plus généralement d'activités qui vous intéressent. D'abord, en préparant un petit peu cet entretien, vous m'aviez dit que vous n'aviez jamais ressenti véritablement de forme de discrimination comme pianiste, même si lors d'un concours, quand vous aviez 14 ans, on vous a dit que vous aviez un jeu assez masculin. Je vais raconter ça. Ce qui est quand même pas rien. Je sais, le micro marche? Est-ce que le micro marche? Très bien. Le micro marche. Oui. Mais par contre, en tant que directrice de compagnie, vous aviez plus directement eu affaire à des discriminations en tant que femme. Vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail de ces débuts de votre parcours, peut-être jusqu'en 2003 notamment, date de création de Piano & Co. Oui. Alors en fait, c'est vrai qu'avant d'être pianiste professionnelle, j'ai été étudiante. Donc j'ai appris le piano dans cette école, dans ce conservatoire. Et en fait, j'ai une anecdote. En effet, je suis entrée à 7 ans au conservatoire. Et à 14 ans, à la fin d'un concours, un membre du jury vient vers moi et me dit « Mais bravo, tu as un beau jeu masculin ». Donc en fait, on sait l'impact des rencontres, on sait l'importance, l'importance des rencontres aussi, mais surtout pour se faire des modèles, pour s'identifier à des modèles. Alors cette phrase, je pense que je la dis encore aujourd'hui, pas mal d'années après, mais cette phrase m'a influencée et inconsciemment, je pense que je l'ai toujours en tête. Alors, c'est un clin d'œil assez symbolique de la ressortir ici aujourd'hui. Et en fait, Claudel disait, il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Donc, je pense que je dois avoir un rendez-vous pour parler de cette phrase. Voilà. Donc, compliqué, oui. En tant que pianiste, pas vraiment, en effet, parce que déjà, le piano, c'est un instrument, on va dire, majestueux. Mais je ne pourrais pas dire la même chose si j'ai joué du tuba ou du cor, par exemple. Ouais, c'est un instrument où il y a une... je ne vais pas utiliser le mot de parité, peut-être un peu fort, mais enfin relativement à d'autres. On peut dire ça, oui. Oui. Quand est-ce que vous êtes... alors c'est marrant parce que vous avez utilisé le rôle de modèle. Le mot de modèle, on a parlé de rôle modèle plusieurs fois là, depuis ce matin. Vous avez cette sensation qu'il vous a manqué un petit peu des modèles auxquels vous identifiez, vous, dans votre période formatrice. Donc, je suis allée chercher moi-même des modèles. J'avoue que je n'ai pas eu de modèle au conservatoire. Je suis allée chercher des professeurs à l'extérieur. Et après le conservatoire, j'étais à l'affût de trouver quelqu'un qui pouvait m'enseigner comme j'avais envie de l'entendre. Et j'ai rencontré un pianiste américain qui était sur Paris. J'ai pris des cours particuliers avec lui pendant de nombreuses années. Et en fait, lui m'a un peu ouvert les yeux parce qu'il avait un pan complet sur sa partothèque de répertoire de compositrices et internationales. Donc je me suis dit, en plus de ce qu'il m'enseignait, du plaisir dans la musique, c'est une notion importante, voilà, c'était une ouverture sur du répertoire de compositrices. Que vous vous êtes employé aussi à valoriser par la suite avec votre compagnie. Avant ça, j'imagine que vous avez eu conscience très tôt du fait qu'il y avait une sous-représentation flagrante des compositrices dans l'histoire des musiques qui vous intéressaient. Oui.
Conservatoire, bon, absolument pas d'enseignement avec des références de compositrices. L'université, alors je vais donner par mon parcours quelques anecdotes, mais à l'université de musicologie, il y avait un dictionnaire, c'était dans les années 80 et quelques, il y avait un dictionnaire qui faisait 600-620 pages, et 3 femmes citées dans le dictionnaire, qui en plus étaient dirigées par une femme, 3 femmes citées. Et en fait, j'ai découvert, en faisant des recherches, que ces 3 femmes ont été oubliées dans l'index. Voilà. Donc en fait, la difficulté aussi, on en a parlé beaucoup, c'est que les femmes se mettent peu en réseau, surtout au niveau des compositrices. Alors je peux bien parler de tout ça parce que je ne suis pas compositrice, mais les femmes se mettent très peu en réseau. Elles travaillent dans leur coin, voilà. Et puis, donc nous, en tant qu'interprètes, on a un travail énorme pour aller trouver du répertoire, des partitions éditées. Voilà. Donc en fait, sur tout ce répertoire et cette difficulté, je parle d'une époque où il n'y avait pas Internet, mais en fait, aujourd'hui, c'est encore la même problématique. Je rencontre des jeunes musiciens qui n'arrivent pas à trouver de répertoire, que ce soit du répertoire pour solo, pour tuba, pour trompette, pour cor. Voilà. Donc il y a un réel travail à faire au niveau de l'éducation. C'est pour ça que je parlais des modèles qui sont importants. Alors la littérature m'a beaucoup influencée aussi sur la place des femmes. Donc je me suis cramponnée aux images et aux modèles que je pouvais avoir. Aujourd'hui, votre compagnie, toute l'équipe est féminine, quasiment exclusivement, je crois. Oui, oui. C'est pas volontaire. Hein. C'est ce que j'allais vous demander. Non, absolument pas. Donc, s'il y a des postulants, je veux bien les... c'est pas du tout... non, ça s'est fait comme ça. Bien sûr, sur les appels à candidature, c'est homme-femme. Mais il se trouve que voilà, c'est une équipe de drôles de dames. Et voilà. Dès 2003, vous aviez l'envie, vous ressentiez la nécessité que cette compagnie porte aussi ces questions-là à travers ces différentes activités. Est-ce que c'était même une des raisons peut-être qui vous a poussé à vouloir vous affirmer créativement avec cette structure? Oui, parce que j'ai vraiment suivi le schéma dont on parlait ce matin. Hein. J'ai fait mes études et puis je suis devenue enseignante à la Cité de la Musique. Et là, pareil, je faisais jouer du répertoire de compositrices et je trouvais quelques pièces pédagogiques, surtout aussi, il faut le signaler, que le répertoire il est souvent pédagogique pour les compositrices quand même, pas que. Hein. Et en fait, 2003, oui, j'arrivais plus à mener une carrière de pianiste et d'enseignante. On sait que la régularité des cours, c'est important. Donc, j'ai démissionné de mon poste de professeur pour créer ma compagnie. Donc, je suis repartie à zéro, je dirais, avec des envies et des désirs de créer ma propre compagnie et travailler sur des répertoires que j'avais vraiment envie. On parlait avec Marianne Robert, par exemple, hein, ce matin. C'était pas la seule à souligner le fait que l'action est nécessaire un petit peu à tous les niveaux, et j'ai l'impression que, quand on en a parlé, votre compagnie est une belle illustration de ça, et qu'en effet, vous avez le souci à tous les niveaux qu'implique ce travail de création, d'administration, enfin à tous les niveaux absolument. Vous avez toujours à l'esprit, vous avez toujours eu, depuis la création, à l'esprit l'idée de promouvoir le travail des femmes, de promouvoir par exemple les compositrices, ou de promouvoir des femmes dans le travail, par exemple en engageant une femme à la lumière sur la plupart de vos créations, sans parler de l'équipe, même si c'est pas volontaire, c'est quand même aussi un signe où vous vous êtes rendu compte très vite qu'il y avait nécessité de faire feu de tout bois pour lutter contre ces discriminations, et qu'il ne s'agissait pas de prendre le problème que par un seul bout. Oui, alors en fait... si on parle d'engagement ou du militantisme, pour moi, je suis plus responsable et je suis plus impliquée dans la société. Donc en fait, tout le travail qu'on fait, ce sont plutôt des actions pour rentrer dans l'action, mais aussi pour prendre position sur des questions politiques et sociétales. Donc s'adresser à un groupe de femmes victimes de violences, par exemple, de travailler avec jouer au milieu d'une cité, avec du répertoire de compositrices, toujours, hein, compositeurs et compositrices, et de travailler, de jouer, de faire des ateliers dans des camps de migrants. Voilà, ça, ce sont des actions. De monter un opéra slam sur le thème de l'égalité, absolument. Entre autres. Donc, par exemple, en 2013, j'ai imaginé un opéra slam, donc qui croisait la forme opératique et le slam. J'avais choisi un groupe de slameuses,
parce que le milieu du slam, c'est plutôt un milieu masculin. Et j'étais partie d'une héroïne réelle, qui est Asma Mahfouz, qui était une jeune égyptienne qui a participé au printemps arabe. Voilà. Donc ça représentait aussi, alors j'avais pas la prétention de changer l'image de la femme dans l'opéra, mais quand même c'était, on sait qu'elles sont toutes victimes ou hystériques la plupart du temps. Au moins là on avait une héroïne jeune, réelle, et je m'étais encore par rapport à la littérature fortement appuyée sur un livre de Catherine Clément qui est l'opéra ou la défaite des femmes. Voilà. Donc cet opéra, et encore une anecdote, donc il y avait 17 personnes en tournée. J'étais la directrice artistique et je jouais aussi sur le plateau. Quand on a un magazine régional a annoncé le spectacle, c'était un opéra slam du compositeur, et c'était le compositeur qui était cité, alors qu'il y avait des gens à la mise en scène, il y avait des scénographes, il y avait voilà, donc c'était encore l'image et une directrice artistique. Et c'est des filles de l'équipe qui ont appelé le journal en disant mais c'est quand même pas possible quoi d'isoler la création sur un compositeur. Alors, certains ne savent peut-être pas aussi qu'entre 2007 et 2012, vous avez avec Piano & Co, hein, et d'ailleurs entièrement sur les fonds de la compagnie, sans aucune aide financière autre, Oui. mené un festival qui s'appelait le Festival Trobaïrit à Marseille, déjà consacré à valoriser la création des femmes en musique entre 2007 et 2012. C'est ça. Ce qui n'est pas rien, mais ce qui a tourné court pour faute de moyens, je crois. Faute de moyens, oui. Bon, à l'époque, ce n'était pas du tout une question, un sujet. Donc, j'avais envie de valoriser la création féminin. Donc, j'avais organisé une série de concerts autour de différents portraits de compositrices du 18e à nos jours. Plusieurs soirées, des musicologues racontaient des anecdotes ou les biographies. Il y avait une présentation des compositrices. Il y avait des projections de films, j'avais organisé une table ronde avec le directeur du GMOM de l'époque, la directrice du Festival de Marseille. Voilà, j'avais un peu mélangé pour savoir comment ça se passait au sein de leur programme, justement. À l'époque, il y a certaines personnes qui m'avaient dit j'ai oublié les chiffres. Voilà, donc on n'avait pas pu savoir les chiffres. Et faute de moyens, en effet, voilà, c'est un festival qui marchait quand même pas mal. Hein, et on avait un partenariat avec le Montréal et avec Paris aussi. Voilà, mais faute de moyens, on a été obligés de nous arrêter. Mais cette expérience-là, et je dirais que c'était un brouillon, un essai. Je fais exactement la même chose aujourd'hui. Avec le projet Musical Bounce Back, oui, c'est ça ? Oui. Vous voulez nous en dire quelques mots ? Il nous reste une poignée de minutes pour ça, justement, puisqu'on vient de faire une sorte de très rapide historique de vos activités, de votre engagement, qui n'a pas cessé depuis, au contraire. Et justement, ce projet vous permet de croiser, là encore, les différentes dimensions, création, transmission de votre activité, tout en portant toujours aussi ce discours progressiste. Oui, Musical Bounce Back, donc rebond musical. Donc c'est un projet qui a été imaginé et écrit pendant le confinement et la pandémie. Mais en fait, c'est aussi un rebond de l'histoire. Parce que ce matin, j'ai entendu dire l'évaporation, j'aime pas ce mot, mais en fait, plutôt qu'évaporation, je dirais que ce sont des strates de l'oubli qui se sont accumulées. On sait que l'histoire de la musique a été majoritairement écrite par des hommes, d'où cette disparition de compositrices. En exemple, Hildegard von Bingen face à Perrotin. Voilà. Lui est monté alors qu'il était un peu insignifiant à l'époque, et Hildegard, grande compositrice, a disparu. Donc, ce projet, c'est aussi s'inscrire dans l'histoire, et je reprends le titre de Geneviève Fraisse, La suite de l'histoire. En fait, sur la transmission, elle se passe à différentes places, c'est-à-dire la transmission, le lien. Donc, participer à un projet autour de la création, puisque nous allons faire des commandes à des compositrices, notamment Evry Serre en France, mais on travaille avec des compositrices à l'étranger. Donc 4 pays partenaires, l'Arménie, la Grèce, Chypre et le Portugal, et la France. Donc ensemble, nous imaginons 3 objectifs. Je suis désolée, mais il faut que je dise mes objectifs. Je vous en prie. Je vois votre regard qui me presse. Non, pas du tout. C'était pas mon intention. Non, pardon, c'est inconscient. Alors. Ça va.
Donc, création de compositrices, diffusion du matrimoine musical, découverte du matrimoine musical. Et là, il y a un lien avec Demander à Clara, puisque tout le répertoire que nous rencontrons dans les différents pays, nous envoyons les compositrices aller s'inscrire sur le site de Claire Baudin. Un kit pédagogique. Et pour en revenir à ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que l'éducation et la transmission, c'est très important. Donc nous travaillons sur un kit pédagogique avec des élèves, avec des étudiants autour de la table, avec des enseignants et des enseignantes, et avec des directeurs et directrices de structures. Donc en fait, ce n'est pas les profs qui disent « il faut faire ça », parce que souvent il faut les sensibiliser aussi, les professeurs, mais ça vient aussi des élèves, donc on construit ensemble. On est confronté à l'interculturalité, qui est une richesse. Un métissage, c'est toujours une richesse, mais la place des femmes dans différents pays, c'est pas du tout la même. Les réflexions ne sont pas du tout les mêmes. Et ce que je disais, j'ai un jeu masculin. J'avais une jeune fille à qui je raconte ça lors d'une conférence, et elle me dit « mais moi, on m'a dit la même chose il y a quelque temps ». Et moi, je vous parle de ça il y a presque 40 ans. Donc un kit, une création, un documentaire qui est fait sur le projet. Mais là aussi, j'ai choisi de travailler avec une réalisatrice qui s'appelle Anne Alix, qui va filmer différentes générations de femmes musiciennes. Donc je fais partie de la plus vieille génération, mais elle va me demander suivre comment je me suis construite, quels ont été mes modèles et comment je vis maintenant. Et ensuite, il y aura Ève Risser en portrait aussi, et puis des jeunes musiciennes. Ce projet, il est pour les filles et pour les garçons, mais sur la valorisation des compositrices. Donc nous, ce que nous souhaitons faire, c'est diffuser ce projet. C'est-à-dire travailler avec des conservatoires, travailler avec des directeurs et des directrices, avec les institutions, pour faire des formations peut-être dans les conservatoires, travailler ensemble, réfléchir ensemble, faire une journée, je vais en parler à Raphaël, faire des scènes ouvertes. Les musiciens découvrent des compositrices et viennent par exemple jouer les compositrices. Un dernier mot pour dire également que je crois que c'est, je ne sais pas si c'est en région PACA ou au niveau national, mais je crois que vous êtes Piano & Co est la première compagnie à être conventionnée qui soit dirigée par une femme. Absolument. En 2021. 2021. On l'a été en 2019, je crois. Alors pourquoi? Oui, merci. Oui, on peut applaudir. Alors, pourquoi? J'espère surtout que c'est pour la reconnaissance de mon travail, la reconnaissance de la qualité du travail. Mais un conventionnement, c'est un travail d'équipe. Donc, pour casser le modèle aussi, il n'y a pas un directeur et son administratrice. Donc, je suis directrice artistique. Il y a une directrice déléguée présente, Perrine Westraten, avec qui nous travaillons vraiment en binôme. La deuxième raison, j'ai changé d'interlocuteur à la DRAC. Vraiment. Et si vous voulez, après, je vous raconte toutes les anecdotes que j'ai eues. Mais je parlais de violence, mais ça a été des violences verbales avec des musiciens. Enfin, on peut se voir après. Et ensuite, grâce à la mixité du jury, des membres des experts. Ça, je pense que ça influence. Et puis, une troisième raison peut-être, c'est le fait qu'en 2019, depuis quelques années, on initie des projets européens. On a cette visibilité. Là, on s'inscrit dans le cadre Erasmus+. Et en 2019, on a fait l'arrivée, après tous les workshops dans les différents pays, à Marseille, dans un lieu qui était les Rotatives, une ancienne presse d'un journal marseillais. Et on a eu une énorme visibilité, c'est-à-dire qu'on a eu 600 personnes en 2 jours autour de Terry Riley, une pièce d'un compositeur, mais sans chef. Et ça a donné vraiment une autre dimension à la structure, et je pense que ça a influencé aussi les institutions pour nous soutenir et nous dire et se dire oui, il se passe des choses en PACA, mais oui, c'est une fierté d'avoir été conventionné. Oui. Bravo pour ça, pour votre travail et votre engagement égal. Et j'ai envie de vous poser une dernière question à laquelle il est très difficile de répondre, mais que je suis obligé de vous poser. On est en 2023, ici, pour ces assises de l'égalité femmes-hommes dans la musique. Des questions qui vous travaillent et que vous travaillez depuis plus de 20 ans maintenant. Quel constat vous feriez de l'évolution qu'il y a eu? Il y en a eu une, c'est sûr, mais j'imagine que vous la trouvez trop lente. Je ne suis pas très optimiste. En fait,
des actions se passent. Hein. Désolée de dire que je ne suis pas optimiste. Je suis optimiste de nature, j'espère que ça se voit. Mais en fait, il ne faut jamais lâcher. Il faut être vigilante tout le temps, ce que vous disiez. Il faut être vigilante tout le temps parce que la place, on la prend très vite. Et pas par des femmes, c'est des hommes qui prennent la place. Donc il ne faut jamais lâcher, il faut continuer, s'acharner, être un roquet, pas lâcher. Et il faut tout le temps, voilà, cette vigilance et défendre ses idées. Voilà, il y a du travail et il faut vraiment se soutenir, travailler entre nous, avec les hommes et avec les femmes. Mais surtout, je dirais, travailler par rapport à l'éducation et former les jeunes garçons et filles, enseignants et enseignantes. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie Negron. Merci à vous. Merci.